Alors, c'est un exercice un peu particulier hein, de vous présenter le métier qui est le mien et le travail de la lecture à voix haute, comme ça, en petites pastilles de 20 minutes, sachant que pour ma part, c'est le travail de toute ma vie. Donc, c'est assez singulier comme exercice. Alors, ce que je vais essayer de faire pour cette première partie, c'est nourrir le merveilleux de cette chose formidable qui est de lire à voix haute. J'avais envie d'abord de vous faire partager l'émerveillement qui est le mien et qui ne s'émousse pas avec le temps. Alors la première chose, c'est peut-être de dire aux enfants qu'on a quand même un atout absolument incroyable, qui est celui de parler, hein, et que la parole, c'est de l'air qui se met en vibration, c'est parfaitement invisible, et pourtant, avec cette parole, on peut voir et entendre des choses absolument extraordinaires, et que c'est toutes les images mentales véhiculées par la parole qui vont être évidemment le terreau de ce travail de lecture à voix haute. Donc, rappelez aux enfants la dimension tout à fait miraculeuse de la parole. Et pour ce faire, peut-être que ce serait assez chouette aussi de dire aux enfants, bah oui, mais peut-être que si on peut parler et fabriquer des sons complexes, c'est parce que on est des animaux un peu particuliers. On est des animaux à parole et on est surtout des êtres qui se sont mis debout. Et donc cette verticalité de la parole, elle vient d'une histoire évidemment très ancienne, puisque c'est l'histoire de notre humanité qui fait qu'on est passé de quatre pattes à deux pattes, qu'on s'est mis debout. Et que justement, il y a toute une histoire où vous pouvez peut-être vous amuser à aller voir du temps de la préhistoire, avec un préhistorien tout à fait extraordinaire qui s'appelait André Leroi-Gourhan. Hein, de toute façon, Laura vous donnera toutes les références des ouvrages dont je vais vous parler, qui sont des ouvrages qui peuvent vraiment nourrir votre travail auprès des enfants. André Leroi-Gourhan a écrit un livre tout à fait génial qui s'appelle Du geste à la parole, où il explique comment les humains se sont mis debout, comment voilà, les membres supérieurs, les bras, bien justement, ont pu se développer, la main en particulier, qui est devenue habile, hein, et cette main qui est devenue habile a entraîné avec elle un développement du cerveau. La verticalité a aussi permis à l'appareil phonatoire de se développer d'une manière singulière, hein, et donc c'est ce rapport entre le corps et l'esprit et le cerveau qui a permis l'émergence de la parole. Donc ça, je pense que c'est une chose importante à dire aux enfants. Voilà, on peut parler parce qu'il s'est passé tout ça et ça a pris un temps infini. Cette verticalité, vous pouvez la travailler en classe ou dans, je ne sais pas, dans une salle où les enfants font peut-être aussi des activités physiques, en montrant aux enfants, en se mettant debout, que leurs pieds, hein, c'est difficile de vous montrer ça avec Zoom, mais en tout cas de sentir que les pieds reposent sur le sol, hein, de sentir hein, la position du corps dans l'espace, en faisant peut-être tout simplement mettre les enfants debout, fermer les yeux, essayer de sentir le poids de leur corps et l'assise qu'on peut avoir en sentant toute la plante des pieds comme ça qui repose sur le sol. Essayer de sentir aussi l'allongement de ce qu'on appelle la colonne vertébrale. Quand même, le mot est assez clair. Hein, c'est ce qui nous fait tenir debout. Donc, de sentir l'allongement de la colonne vertébrale qui part du coccyx et qui va jusqu'au sommet, là, et qui fait qu'on a ce qu'on appelle le port de tête. Et cette verticalité, dans la nature, elle se voit de manière tout à fait évidente quand on regarde un arbre. Donc, essayez vraiment de faire sentir aux enfants cet enracinement dans le sol, comme l'arbre. Hein, la sève comme ça qui va circuler partout dans le corps, hein, sentir l'allongement de la colonne et sentir aussi que les êtres humains ont cette aspiration à rejoindre le ciel, hein, avec l'allongement de la nuque. Hein. Et c'est cette tenue, c'est cette verticalité avec le livre dans les mains, hein, qui, j'ai envie de dire déjà, est une chose absolument magnifique à regarder. Donc, ce travail-là du corps de l'enfant, cette posture, elle est intéressante à travailler et elle va permettre, évidemment, de pouvoir faire un travail vocal de qualité.
Donc, première chose, cette notion de verticalité de la parole, hein. Il y a l'horizontalité du livre et cette parole, cette projection vocale, hein, cette verticalité du corps qui va permettre l'oralisation. Première chose, moi quand je travaille avec des enfants, je fais toujours travailler cette posture physique, hein. Alors on se déplace aussi dans l'espace, on peut apprendre à prendre conscience de son corps dans l'espace. Ça, c'est vraiment une chose extrêmement importante parce que quand ils vont se retrouver seuls devant les autres, il faut qu'ils sentent que tout ça est, hein, on n'a pas à craindre d'être tout seul face à un auditoire, non, on est environné d'air, on est dans une pièce, on s'inscrit dans un espace qui est plus grand que nous et dans lequel on peut être à son aise quand on sent bien son corps. Ça, c'est une chose tout à fait, pour moi, extraordinaire, et cette prise de conscience. Ensuite, j'ai envie de dire, cette parole qui comme ça, a émergé au fil des siècles, elle a aussi petit à petit généré un besoin de nommer les choses et un besoin d'écriture aussi. Donc après, il y a toute l'histoire de l'écriture qui peut être aussi quelque chose que vous abordez en classe avec notamment l'alphabet. L'alphabet, toutes les lettres de l'alphabet qui nous permettent d'écrire évidemment tous les livres qu'on peut lire. Alors cette histoire de l'alphabet, elle est tout à fait passionnante et vous pouvez trouver dans le livre de Marc-Alain Waknin qui s'appelle L'alphabet expliqué aux enfants, qui est un livre tout à fait génial publié au Seuil. Alors, il existe pour ceux qui sont absolument passionnés par le sujet, un livre beaucoup plus gros de Marc-Alain Waknin qui s'appelle Les mystères de l'alphabet, mais il en a fait une version plus facile en tout cas et tout à fait passionnante aussi, qui s'appelle donc L'alphabet expliqué aux enfants. Et dans cet alphabet, on découvre que avant que toutes ces lettres fassent du son, eh bien, au départ, c'était des dessins, c'était des pictogrammes qui étaient là pour signifier des choses. Alors, il prend beaucoup d'exemples, mais moi, je vais vous raconter 2 exemples que je trouve très chouettes. Tout simplement, déjà, la première lettre de l'alphabet, le A, qui nous vient de racines très anciennes, hein. On appelle ça les racines proto-sinaïques, donc qui viennent du Sinaï, et A, c'est Aleph. Hein. Aleph, c'est le taureau. Donc, quand on voit le A majuscule, comme ça, vous voyez, avec sa barre transversale, il faut l'imaginer couché, ce A. Comme ça, on a la barre transversale qui est comme ça et qui signifiait en fait les cornes du taureau. Donc, on rentre dans l'alphabet avec toute l'énergie du taureau. Hein. Donc, on rentre vraiment avec beaucoup d'énergie dans la langue. Et la lettre B, qui, hein, au départ, c'est Bête, qui a donné bêta. Bien, Bête, c'est la maison. Donc, tout de suite, on a ce taureau dont l'énergie va être canalisée par la maison. Et après, on a tout l'ordonnancement des lettres. Alors moi, je vous encourage à parler de ça aux enfants parce qu'une fois de plus, ça va nourrir le merveilleux de l'écriture, de la lecture, bien entendu. Et à nouveau, ça nous permet de rentrer dans une histoire beaucoup plus ample, beaucoup plus large et qui crée du commun, en fait. Hein, cette idée qu'on appartient à une espèce parlante. Hein, comme dit Francis Ponge, une espèce parolière. Donc ça, c'est assez génial. Et je pense que c'est important de le rappeler aux enfants, d'autant plus qu'on est dans une époque où il y a une grande abondance d'images. Hein, et je crois qu'il faut vraiment rappeler aux enfants que le fait de parler et de pouvoir nommer les choses, c'est une chose tout à fait extraordinaire. Donc, les lettres de l'alphabet. Alors, j'ai envie de vous en parler parce que quand vous faites travailler les enfants, une fois que vous avez fait travailler comme ça cette posture, hein, cette idée de l'arbre, de la verticalité, de cette ampleur qu'on peut trouver, eh bien, on va s'appuyer pour ce travail sur les lettres, hein, pour faire un travail vocal, un travail d'échauffement vocal. Alors, pour ce faire, moi, ce que je fais, c'est que je leur fais travailler les voyelles. Et déjà, je leur dis, dans le mot voyelle, qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez plusieurs mots à l'intérieur? Alors souvent, les enfants disent, ah oui, j'entends voix. Et puis j'entends elle.
Alors, je leur dis, bah, c'est exactement ça, puisque les voyelles, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir entretenir la vibration du son. Et les ailes, eh bien, c'est ce qui va faire que les mots vont pouvoir s'envoler et circuler de bouche à oreille. Donc, les voyelles dans la langue, c'est ce qui fait qu'on peut parler et qu'on peut aussi, bien entendu, chanter. Alors, pour ce faire, je vais vous donner l'ordre des voyelles telles qu'on les travaille quand on travaille sa voix. On va partir de la voyelle la plus ouverte, qui est le A, et à partir de cette voyelle A, on va construire toutes les autres en essayant de comprendre ce qui se passe dans notre corps. Alors pour le A, bah vous voyez, quand on fabrique un A, vous vous amuserez à le faire, il n'y a rien qui gêne. Hein. On a le corps parfaitement ouvert, la bouche tranquille, et c'est la base. Hein, c'est la lettre à partir de laquelle on va construire les autres. Le O, c'est juste les lèvres qui vont dessiner le O, mais à l'intérieur de la bouche, il n'y a rien qui change. A, O, aucun problème. Ça commence à devenir un petit peu plus compliqué quand on travaille avec le E, donc A, O, le E avec l'accent grave d'abord, le E. Ensuite, c'est le E, où on sent que la langue, elle se serre un petit peu. Hein. Donc, on va essayer d'apprendre à détendre la langue, à poser sa langue, la pointe de la langue derrière les dents du bas et à sentir que le son peut passer au-dessus de la langue. Donc, le A, le O, le E, le E. Ensuite, c'est le I. Alors, le I, on sent que c'est un son très fin, comme ça, le I. Hein, avec déjà un travail où on sent que le I, il y a le nez qui va être de la partie A, O, E et I. Il y a des fréquences nasales qui commencent à arriver. Et le U, on va terminer avec le U, où on a une bouche qui est toute étroite et à l'intérieur, on va essayer de faire comme un petit soufflet, de sentir qu'il y a de l'espace. Et à partir de ces voyelles, A, O, E, I, U, on va pouvoir s'amuser à circuler à l'intérieur de sa voix et sentir qu'on peut passer d'une voix grave, avec des fréquences graves. Les fréquences graves, on va dire qu'elles vibrent plutôt dans la poitrine, avec des sons qui vibrent. Hein. Les cordes vocales dans le grave de la voix vibrent très lentement, donc on a besoin de peu d'air. On va essayer de faire circuler le son, que le son passe derrière les oreilles, derrière la tête. Je vais vous montrer. Et à la fin, on va sentir qu'on peut fabriquer des sons qui seront plus aigus, ce qu'on appelle plus une voix de tête, et sentir qu'on peut faire des choses qui s'apparentent à de la musique aussi avec sa voix, hein, ce qu'on appelle des passages de registre. Et ça va nous être extrêmement, enfin très utile quand on va travailler l'interprétation, parce que suivant le personnage qu'on va travailler, il va avoir peut-être des fréquences plus graves ou des fréquences médiums ou plus aiguës, ça dépend qui parle. Ou quand on va parler de quelque chose qui sera par exemple de l'ordre du souvenir. Alors je me souviens autrefois, là vous allez voir, on va plutôt faire appel à des fréquences plus graves. Ou quand on va se mettre à crier, on va avoir des voix qui vont plutôt partir dans les aigus. Et tout ça, c'est cet instrument absolument génial qui est la voix, qui va pouvoir fabriquer tous ces sons. Alors, je vous donne juste l'exemple avec le A. Vous pourrez vous amuser à dire aux enfants de prendre leurs mains, comme ça, et de les poser comme ça sur la poitrine pour sentir un son comme ça, très grave, comme si on était une grosse bête. Et petit à petit, en accélérant la vibration du son, sentir que ça peut passer dans l'aigu. Tout simplement, comme si on bâillait. Hein. Essayez que les enfants prennent conscience de tout ce qui se passe dans le corps quand on fabrique les sons de la langue. Donc, j'essaye de résumer un peu, prendre conscience de sa bouche, prendre conscience de sa langue, prendre conscience de son nez, prendre conscience des pommettes qui sont ici. Hein. Quand on sourit, eh bien, on a une voix qui est beaucoup plus claire. Donc, apprendre aux enfants aussi à sourire, hein, pour que le son soit plus vibrant, plus clair. Et puis, le front aussi, hein, de se dire, bah oui, un peu comme le cyclope, il y a un troisième œil ici. Hein, c'est l'œil qui voit tout, c'est tout, entend tout. Et d'avoir un visage ouvert. Le plexus solaire, la poitrine aussi, être en ouverture quand on tient son livre, de ne pas être tout refermé comme ça, vraiment d'ouvrir, de sentir aussi les épaules basses,
la poitrine ouverte, des bras qui sont un peu comme des branches de l'arbre qui soutiennent le livre. Essayez de sentir que tout ça, ça peut être beau et très ouvert. Et puis, travailler aussi avec les encens sur ces voyelles, de sentir l'air qui circule, et de reprendre conscience de son inspiration. On inspire plutôt par le nez. Et l'expiration, on souffle. Et là, on parle sur l'expire. Et c'est plutôt par la bouche. Donc, on inspire plutôt par le nez. Et on rejette l'air par la bouche. On fait ça toute la journée quand on parle. Mais quand on lit un texte, on a besoin de respirer la pensée de quelqu'un d'autre. Donc, il faut essayer de, là encore, se refamiliariser avec ce qu'on fait naturellement, en prendre conscience. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est pour reprendre conscience de son corps dans l'espace, de ce miracle de la parole et de tous ces sons qu'on fabrique toute la journée quand on parle. Et là, pour la lecture à voix haute, on va faire en sorte que ces sons soient une qualité tout à fait exceptionnelle, qui soit évidemment une qualité extraordinaire, qui fait qu'on dit « Ah, qu'est-ce que c'est beau, ce qui sort de sa bouche, ça devient quelque chose qui commence à être un art. » Moi, je dis que la lecture à voix haute, c'est l'art de mettre en voix les paroles écrites dans le livre. Donc cette transformation d'une parole écrite, enfin d'une parole, mais d'une matière écrite à une matière orale, eh bien, il y a tout ça qui entre en jeu, le corps, évidemment, et notre instrument, il est à l'intérieur de notre corps. Donc, reprendre conscience de tout ça. Donc, on a dit l'histoire de cette verticalité du corps, l'appareil phonatoire, tous ces sons qu'on peut fabriquer, l'histoire de l'écriture. Et puis, j'ai envie de dire, une chose extrêmement importante aussi, c'est l'histoire de la lecture. Alors, pour ça, je vous encourage à lire le merveilleux bouquin de Alberto Manguel qui s'appelle Une histoire de la lecture, qui est un livre qui est une mine d'or. À l'intérieur de ce livre, vous allez apprendre des tas de choses, et notamment que que la lecture à voix haute, elle est première. La lecture silencieuse, en fait, ça a été une conquête de la pensée et une conquête une forme de liberté, en fait, parce que lire dans sa tête, c'était mal vu. Parce que lire dans sa tête, c'était on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de cette personne. Donc, la lecture silencieuse a été une conquête. Et la lecture à voix haute, au départ, elle était absolument nécessaire parce qu'évidemment, il y avait pas mal de gens qui ne savaient pas lire. Et puis, il y avait aussi, l'écriture n'était pas comme elle était maintenant. C'est-à-dire qu'il fut un temps où tous les mots étaient attachés comme des colliers, comme un chapelet de lettres. Et petit à petit, la majuscule, ça a été une lettre écrite en rouge. Et puis petit à petit, la ponctuation est arrivée. On appelait ça per comma et commata, enfin, c'est-à-dire entre virgules. Tout ça, c'est toute une histoire. Et je pense que c'est très, très chouette de montrer aux enfants que les choses, elles sont le fruit de tous les gens qui nous ont précédés. Donc l'histoire de la lecture, vraiment, allez y jeter un œil parce que c'est vraiment un bouquin, moi, qui m'a appris des tas de choses et qui nourrissent encore aujourd'hui mon imaginaire. Quand j'arrive pour faire une lecture, j'ai vraiment l'impression d'être porteuse de toute cette histoire et ça, c'est une très, très belle chose. Et puis la dernière dimension dont j'ai envie de parler dans cette première intervention, c'est ce besoin d'histoire, ce besoin de nous raconter, de se raconter, de nous raconter des histoires. Et ça existe depuis toujours, pour des raisons aussi qui sont très profondes, qui sont bien notre besoin de comprendre des choses qui nous dépassent, de nous rassurer aussi peut-être en trouvant les mots pour dire, voilà, tous les récits de création, tous les contes, toutes ces histoires qu'on se raconte depuis toujours, eh bien ça c'est notre terreau commun. Et c'est à partir de là qu'on crée du collectif. Donc c'est pour ça que le jeu du petit champion de la lecture est très très important pour la vie aussi de la classe, parce que ça crée du collectif, ça crée du commun. C'est des histoires que on connaîtra tous, qui feront partie de notre histoire à chacun. Ah, je vois une petite question de Muriel, de qui l'histoire de la lecture? Alberto Manguel. Donc c'est un auteur d'origine argentine,
Manguel. Mais on vous donnera tout ça à la fin, hein, avec Laura, hein, pour que vous puissiez aller voir. Et alors, pour cette histoire des histoires qu'on se raconte depuis la nuit des temps, là encore, j'ai un magnifique livre à vous donner, enfin une référence à vous donner. C'est Nancy Houston, qui est une femme que vous connaissez certainement, et qui a écrit un essai tout à fait passionnant qui s'appelle L'espèce fabulatrice. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que nous étions une espèce parolière, mais on est aussi surtout une espèce qui s'invente des histoires, hein. La fabula, c'est la fable, hein. Donc, l'espèce fabulatrice, c'est un livre absolument génial qui nous montre d'une manière très simple que ben voilà, ce besoin de se raconter des choses fait partie de nous depuis toujours, et les petits champions de la lecture, eh bien, ça participe encore à cette formidable histoire qui est celle de notre humanité. Alors peut-être, s'il nous reste encore un tout petit peu de temps, 58, est-ce qu'il nous reste un peu du temps? Bien Oui. sûr, vas-y Frédéric, on n'est pas du tout en retard, donc va au bout de cette première partie. Je voudrais juste qu'on termine. Je vais vous montrer un texte que j'aime beaucoup faire travailler aux enfants pour prendre conscience de ce que je vous ai dit depuis le début, à savoir les lettres, l'agencement des lettres qui forment les mots, et comment cette matière écrite devient une matière orale quand elle passe à ce petit voyage entre le travail de l'écrivain et celui du lecteur à voix haute. Comment on peut s'appuyer sur cette matière sonore inscrite dans les livres. Alors, j'aimerais bien que Laura, tu puisses m'afficher à l'écran J'aime le vent. Alors voilà, donc pour vous expliquer un petit peu comment je ferai travailler ce texte aux enfants. Alors, je leur dirais, voilà, nous allons travailler un texte où il est question du vent. Donc, le vent, c'est l'air. Alors, les consonnes, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé des voyelles, mais j'ai omis de vous parler des consonnes. Alors, je vais le faire maintenant. Le mot consonne, ce sont donc les lettres qui sonnent avec, parce que con, ça vient du latin cum, qui veut dire avec, qui sonnent avec les voyelles. Donc, le premier vers, parce que c'est un poème, c'est J'aime le vent. On a la consonne J, vous voyez, il y a de l'air qui passe. On a la consonne M. Là aussi, vous voyez, on peut faire circuler le son. On peut passer du grave à l'aigu. On a le L. Là aussi, on peut entretenir la vibration. Et on a évidemment le V. Donc, l'auteur a choisi des lettres qui laissent passer de l'air. Et ensuite, on a toutes les voyelles. On a le E, A-I. On a le E. Et on a quelque chose qui s'apparente à un son de voyelle qui serait en. Donc moi, je m'amuse un petit peu à faire travailler d'abord les consonnes en essayant de se dire, tiens, essayons de relier J, M, L, V. Et ça ferait alors ça fait bien rire les enfants en général. On s'amuse à parler qu'avec des consonnes et on se rend compte que c'est pas facile. Et ensuite, on travaille que les voyelles. Et on essaye de les relier entre elles pour sentir comment l'air relie les sons entre eux. Et pour avoir une bonne articulation, il faut travailler cette articulation consonne-voyelle. J'aime le vent. Autre chose que je fais travailler aux enfants, c'est l'attaque de la première syllabe et de bien soigner la finale. Donc, dans J'aime le vent, tout de suite bien attaquer le J et bien faire claquer le en. J'aime le vent. Ça nous permet donc ce qu'on appelle la projection vocale. Pro, ça veut dire qu'on a une intention. Donc, le J, on le place, on l'entend avant de le prononcer. On prépare son corps. Et projection vocale, c'est un jet. Pro, ça veut dire qu'on a donc une intention. Jection, ça veut dire qu'on lance la phrase. Vocale, et ben ce premier vers, il va résonner dans l'espace. J'aime le vent. J'aime le vent. Ça, c'est le motif. Ensuite, ce motif, il va se déplier. C'est-à-dire que la pensée, elle va se construire petit à petit. Donc après, on peut rentrer petit à petit dans comment, vous voyez, j'ai choisi un poème où les phrases sont très simples pour montrer comment, petit à petit, à partir de ce motif,
J'aime le vent, j'aime le vent, j'aime le vent qui vient, j'aime le vent qui vente, j'aime le vent qui fait du vent. Et comment on va petit à petit créer du mouvement dans la phrase et créer peut-être avec notre voix des courants d'air. J'aime le vent qui vient, qui va, qui vient, qui va, qui va, qui vient. J'aime le vent qui vient, ça fait du bien. J'aime le vent qui nous évente. Vous voyez, dans ça fait du bien, tout d'un coup, on a l'irruption de la consonne B et on va faire exister ses lèvres. Ça fait du bien. Et petit à petit, on va s'emplir de toutes ces lettres et presque malgré soi, sans intention psychologique, on va réussir à faire exister ce texte et à surfer sur la vague et à créer un courant d'air tout à fait extraordinaire. Donc, si on vous le transmettra, ce texte, si vous avez envie de le faire travailler à vos élèves, pour une séance comme ça, au début, chacun fait un vers, on fait tourner ça dans la classe, j'aime le vent, j'aime le vent, j'aime le vent qui vient. Et petit à petit, tous ensemble, on va pouvoir travailler l'interprétation d'un texte. Ça peut être sympa, peut-être pour une première séance avec vos élèves, de travailler ça. Alors peut-être, juste je vous indique, par exemple sur tout, vous voyez, il y a plein de petits tirets. Ça veut juste dire qu'on va entretenir la vibration de la voyelle, donc ou, et petit à petit, on va se mettre à chanter sans, j'ai envie de dire, sans se dire, allez, je chante. C'est juste en tenant le ou, par exemple, ça fait tout, ou juste au-dessus, c'est tout. Tout simplement en essayant de garder le son pendant quatre petits temps. Hein, voilà. C'est tout simple et peut-être que ça peut être une belle première fois pour travailler eh bien, ce grand plaisir qui est d'oraliser des textes qui sont écrits.